Yeah! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de cette grande victoire de l'équipe européenne, 17,5 à 10,5 contre les États-Unis. On va débriefer tout de suite ce dernier jour et c'est parti. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon, Arnaud Tillous et Benjamin Cadiou du Journal du Golf. Salut Benjamin. Salut JP. Salut à tous. Salut. Salut JP. Alors messieurs, est-ce que vous avez vibré ce dernier jour? C'était excellent. Celui qui n'a pas vibré aujourd'hui, on a tout eu aujourd'hui. On a tout eu. On a eu peur, on a vibré et finalement c'est l'Europe qui a gagné. Tout facile en plus. Donc parfait, on a gagné la dernière session, nickel. Qui repartent chez eux. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous allez retenir de cette dernière journée? On a vu McIlroy qui a débuté face à un Justin Thomas accrocheur. Ouais, avant de parler évidemment des matchs, des joueurs, des performances sportives, moi ce que je retiens c'est l'ambiance. On l'a beaucoup critiqué en début de... L'ambiance du golf national au golf national. On l'a un peu critiqué en début de semaine. On n'était pas content du Gugus. On n'était pas content du Gugus qui présentait. On a un peu douté en tout début de cette semaine. Et là, franchement, mais c'était génialissime. Enfin, je veux dire que t'as deux collines qui se répondent comme si on était dans un stade de foot, ou le stade Vélodrome, exactement. ou le stade qui te plaît, de ton équipe que tu préfères, qui se répondent. C'est génial. Il y avait des codes, quoi. C'est vrai qu'on était au départ du 1 dingue. pour le match de Rory et on entendait la tribune du 1 et la tribune du 2 qui se répondait. Des Rory. Et quand Rory donc est parti avec Thomas, c'était les deux côtés du 1 et du 2 qui se répondaient. Des Rory d'un côté, des Rory de l'autre. J'ai recompté aujourd'hui. Donc alors hier, par paquet. Hier, vous moquez de moi. J'ai dit 20 000 personnes aujourd'hui. Et là, et Martin Coulon a dit non, 25 000, je pense. Donc non, mais il y avait vraiment un monde de dingue sur plusieurs rangées. C'était impressionnant. Si Rory avait rentré son putt au trou numéro 1, je pense qu'on aurait entendu la plus grande innovation de l'histoire du golf. Alors c'était jamais, je crois qu'on n'avait jamais vu autant de monde ici, peut-être à Phoenix, mais évidemment c'est pas du tout la même épreuve. Donc alors c'est vrai que sur cette tribune du 1 on avait une vue vraiment panoramique sur ce départ du 1, ce green du 1, le 2 et même le 3. On voyait que il y avait du monde tout autour de ces trois trous. C'était dingue. Mais c'était de toute beauté, comme on dit dans le jargon, mais c'était magnifique. C'était exactement ce qu'on attendait d'une Ryder Cup au golf national. Et pour en avoir un tout petit peu discuté dans ce stade de golf, dans ces stades de golf, parce qu'il y en a partout. Je passais un peu de temps avec partout. Je peux parler ou quoi? Allez-y Martin, allez-y. J'ai une info importante à donner en plus, c'est hallucinant. Je parlais avec Greg Avray qui était évidemment dans le staff de l'équipe européenne et qui a discuté de l'importance de l'endroit avec un certain Ricky Fowler qui est donc un Américain et qui a dit mais c'était génial de jouer sur ce parcours dans cette ambiance-là, sur ce terrain qui est fait pour ça. C'était un plaisir absolu qu'on se fasse un petit peu huer, qu'on se fasse un petit peu molester. Ça faisait partie du jeu. On a vraiment adoré et c'est limite. On a hâte de revenir ici. De là à penser qu'il y aura une nouvelle Ryder Cup en France, on n'est pas loin. Oui, ils vont tous revenir à l'Open de France. Et même je crois que Rory a même dit qu'il faudrait qu'il y ait d'autres Ryder Cup à l'Open de France, au golf national. Et moi j'ai bien aimé aussi le petit jeu avec le public de Patrick Reed qui, quand il a gagné son match, a mis son doigt devant sa bouche et puis après a applaudi le public. Il a fait son ride. Voilà, c'était génial, Benjamin. Là, évidemment, un mot sur l'ambiance. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir la Ryder Cup à l'avenir en Europe. Je pense qu'on a donné à toute l'Europe de payer le fee pour avoir la Ryder Cup. Mais est-ce que ce serait possible de faire un petit peu comme les Jeux Olympiques? Là, on sait que les Jeux Olympiques peinent à trouver des villes pour organiser les JO. Est-ce qu'on peut envisager ça à l'avenir? C'est toujours pareil. Peut-être un camp de base pour la Ryder Cup à l'avenir. Le tour européen, eux, ça sera dur à convaincre. Mais si effectivement les Américains et les Européens disent c'était fabuleux, il faudrait qu'on revienne, pourquoi pas? Pas tout de suite. Et puis encore une fois, le tour européen, c'est une telle mafia, pardon de le dire, que ça reviendra pas tout de suite. Et puis de toute façon, si c'est encore pour avoir toutes leurs conditions. Mais bon, je pense qu'après on prend tout l'argent et puis vous n'avez rien. Après une semaine pareille, je pense que les 400 000 licenciés français seront OK pour payer 3-4 € de plus encore sur les 20 prochaines années. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je le ferai avec plaisir. Martin. Et oui, et puis il y a Et oui, tout à fait. J'aime bien commencer mes phrases comme ça. Genre, et oui, Jean-Philippe. Ce qui était aussi important et ce que j'aimerais aussi souligner, parce que j'avoue, je me suis levé un peu très tôt ce matin pour aller voir comment ce parcours
aller être préparé. Pour aller voir les jardiniers, voir c'est les ça gens qui le préparent. C'est 180 hommes et femmes, parce qu'il y a les deux. Et ça aussi, il faut le souligner. On préparait ce terrain pendant une bonne semaine. Il y avait de toutes les nationalités. Il y avait même des Américains qui étaient dans cette équipe d'Alejandro Reyes, menée par Alejandro Reyes. Et bravo à eux, parce que c'était juste somptueux. Enfin, je veux dire, c'était d'une qualité dingue. Et encore une fois, tous les observateurs, tous les joueurs, tout le monde a été dithyrambique sur le terrain. Et ça, il faut le souligner, c'est notre parcours, c'est notre golf national qui a été mis en avant comme ça pendant une semaine, et sur une des plus grosses compètes et sur un des plus gros événements sportifs de la planète. Et on a été dithyrambique. Le monde entier était dithyrambique. C'est génial. Bravo les gars, c'est une belle carte postale. C'est une belle vitrine. Une belle vitrine, une super vitrine pour le golf national et même pour la France. Parce qu'on a parlé du stade de golf, mais encore une fois, on n'a pas parlé des trous. Mais encore une fois, le 1, le 2, il n'y a aucun mauvais trou sur ce parcours. C'était même le 6 qui est le trou un peu le plus faible, le plus facile de l'aller. Même aujourd'hui, il s'est passé des choses. Je pense qu'à la télé, il y a eu 500 millions, 1 milliard de téléspectateurs, je ne sais pas, qui ont pris un plaisir infini à regarder tous les coups. Le départ du 2 aujourd'hui était reculé avec ce drapeau. Moi, j'étais dans l'axe au début, c'était génial à voir. Ce qui est vraiment génial pour les spectateurs, surtout, c'est ce côté stadium. C'est-à-dire que peu importe où on se place, il y a toujours un endroit où on peut voir. Il y a toujours un endroit où on peut voir. Et quand on est spectateur, mais il faut des beaux trous aussi. Évidemment, voilà. Mais quand on est spectateur et qu'on va sur un tournoi et qu'on peut finalement rien voir quand on est derrière 4 ou 5 rangées, c'est super frustrant. Là, même nous, médias, on n'a peut-être même pas besoin d'aller dans les cordes pour voir le jeu et voir l'ambiance. J'aurais aimé que le trou drivable soit le 13, mais je sais que personne n'est d'accord avec moi. Rappelez-nous le 13, Benjamin. Le 13, pourquoi personne, moi, ça me m'aurait Non, c'est vrai qu'ils l'ont pas fait. En avançant au niveau des boules rouges, je pense qu'il est prenable pour un coup de bois 5, puisqu'un coup de drive arrive devant l'eau. Je pense que ça aurait été un petit peu plus risk-reward. Évidemment, le 6, vous avez leur limite à droite, mais pour moi, c'était un par 3 du SPGA, enfin un très très long par 3. Je pense qu'avec la petite notion de flotte en plus, une balle dans l'eau ou sur le green, ça aurait été très chouette. Voilà, c'est le seul tout petit bémol. C'est même pas un bémol. Martin, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'ambiance ou non? Ouais, moi, c'était juste pour un peu répondre c'est un débat qu'on avait eu il y a 2 podcasts, je crois, et Ben disait pourquoi pas que le parcours d'une Ryder Cup, quelque part, on s'en fout un peu. C'est la scène, on s'en tape, c'est les acteurs qui apportent. C'était soit Saint-Aubin, soit les Ripos qui étaient en course. Moi, je trouve que c'est pas vrai, parce que ça s'est vu aujourd'hui, ça s'est vu hier, ça s'est vu toute la semaine. Le parcours a joué un rôle déterminant dans la dramaturgie. Dans la victoire de l'Europe. Et dans la victoire de l'Europe aussi. Oui, ça c'est sûr. Et dans le côté, c'était une fête totale. Voilà, moi, c'était pas juste des très bons joueurs sur un parcours moyen, c'était des très bons joueurs sur un génialissime parcours. Et sur un vrai test. Et je le dis pas seulement parce qu'on est français, qu'on est en France, que c'est notre parcours national, etc. Blablabla. Tout le monde le dit. J'ai vu aucune critique négative, ni lu aucune critique négative à ce niveau-là. Encore une fois, mais on n'est pas sûr quand t'as pas tout le circus mondial qui. Oui, non, mais si à chaque fois qu'on était à l'Open de France, on se disait quand on va avoir la Ryder, ça va être dingue. Le 1, c'est le deuxième coup du 1, quand il était en l'air et qu'il y avait ces 20 000 personnes qui attendaient avec pas un bruit, savoir où la balle allait tomber, c'était dans l'eau, dans le bunker, sur le green, donné, pas donné, pareil aux deux, et c'est comme ça pendant les 18 trous. Non, c'est incroyable. Moi, pour l'ambiance, j'ai peut-être un petit bémol, c'est la remise de la coupe. J'ai trouvé ça un peu moyen. On aurait dit une remise de coupe de la Ligue en football. On s'en moque de ça. Je les ai trouvés très loin du public et la communion était pas totale. La remise de la coupe de la Ryder, quelque part, voilà, ça s'est joué avant, ça va se jouer maintenant dans les bars où. D'accord, là où il y a les Anglais. Il est 20h13 à 20h. Il y avait à peu près 2000 Anglais qui sont en train de se jeter des bières au village dans une ambiance incroyable. Au village ou au visage ? Au village. Donc, mais au visage aussi. Après, oui, évidemment, l'ambiance, on est quand même assez, entre guillemets, tributaire des Britanniques. C'est eux qui savent mettre l'ambiance dans les stades. On l'a vu encore au TI1. Bon, évidemment, les Français étaient là, étaient très contents d'être là, mais la grosse ambiance, c'est les Britanniques qui. Ils sont réputés pour ça, quoi. Oui, c'est leur truc, ça s'est chanté. Non, puis en plus, c'est eux les plus nombreux en Europe, de toute façon. Et là, la preuve, c'est encore eux à 20h qui sont encore en train de faire la fête. Il y a, pour ainsi dire, plus de Français au village là. Allez, messieurs, revenons un peu sur cette 42e édition. Pour vous, quels sont les joueurs qui ont marqué cette Ryder Cup? D'abord côté européen, évidemment, la fameuse paire Mollywood, dont Francesco Molinari qui a gagné, qui a mis ce point décisif pour l'Europe et qui en a surtout mis 5 matchs, 5 victoires. Ça n'a jamais été fait du côté européen, c'est une première. Et avec une manière, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion. Ce type-là, on le sait que sur le national, c'est une voiture. Non, c'est une machine. C'est une machine et c'est un lanceur de fléchettes. Voilà, on le sait, mais c'est marrant parce que dans le public, j'entendais des gens qui disent, lui, c'est une machine, c'est bam, 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 bam.
C'est toujours des traits. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts. C'est un joueur qui peut être assez ennuyant, tellement c'est régulier, tellement il se passe rien et en même temps il se passe tout puisque c'est l'essence même du golf, quoi, quelque part. Prendre les fairways, prendre les greens, mettre des putts. Bon bah voilà, lui il fait ça à la perfection et quel que soit son adversaire, il le fait et quelle que soit la formule, il le fait. Et il a eu un partenaire exceptionnel qui était Tommy Fleetwood. Ils se sont complétés à merveille. Ils se faisaient des bisous en conférence de presse. C'était génialissime. Et c'était aussi génialissime de voir enfin ce bonhomme-là qui est un gars très réservé, il parle complètement exubérant là. Enfin, complètement pas trop exubérant, pas c'est pas Poulter ou Fleetwood quoi. Il se marrait, il déconnait, voilà. Il buvait du champagne même. Et c'était génial de voir ça. C'était vraiment génial. C'était l'âme européenne dans toute sa splendeur. Moi j'ai trouvé ça génial. Alors on l'a dit, Tommy Fleetwood et Eduardo Francesco Molinari. Vous aviez quelque chose à rajouter, Arnaud? Non, pas sur ces joueurs-là, mais sur le capitaine, parce qu'on avait des gros doutes. Thomas Bjorn. Sur Thomas Bjorn. Et ses choix, et surtout ses choix de wildcard. Et il a vraiment eu tout bon. Il a eu tout bon sur les wildcards, on le trouvait insipide à chaque fois, Benjamin notamment. En interview, il l'a pas mal rencontré. Il lâchait rien et on s'est dit bon là c'est quoi ce capitaine et je crois que la stat des wildcards est assez criante. Je crois que l'Europe 9,5 à 2, je crois. Et 2 du côté américain, c'est le même joueur, c'est Tony Finau. Voilà. Mais je crois que c'est le cas à quasiment chaque Ryder Cup. C'est 0 pointé pour Tiger Woods, pour Bryson DeChambeau et pour Phil Mickelson. 0 pointé, hallucinant quoi. C'est le tiers de l'équipe, les wildcards maintenant dans les deux équipes, donc mais ça a toujours été plus ou moins capital les choix de wildcard, et surtout dans ces wildcards il y avait un certain Sergio Garcia qui a battu le record de points. Ça aussi c'était un moment fort, on l'a vu fondre en larmes, félicité même par Ricky Fowler. C'est fabuleux ce qu'a fait Sergio Garcia. C'est des images qui a marqué 3 points cette semaine. Et comme Paul Cazet aussi qui était en larmes, qui a été chercher un demi-point, qui à ce moment-là a fait beaucoup de bien à l'Europe. Et on y revient là, le 18, on a eu McIlroy d'abord et après on a eu Cazet. Ce 18, pareil, on disait toujours quel trou fabuleux. Mais on a eu de la chance que les 2 premières parties finissent au 18. C'était incroyable quoi, c'est des moments uniques. Ouais, on l'avait un peu senti venir avec Garcia, enfin, ça a été validé par sa perf au Portugal, on n'a pas une boule de cristal, mais quand on sait qu'un joueur comme Garcia, qui a fait finalement une saison pas si mauvaise, qui manquait juste de constance, passe un mois chez lui à Valence avec son père pour recaler le swing, s'entraîner comme un malade et pas perdre toute la moitié de son influx à la FedEx Cup, on pouvait se douter que ce Garcia-là, ce autre Mr. Ryder, le senior Ryder, on va dire, aller à nous en faire une grande. Mais faut quand même une sacrée paire, faut quand même un sacré courage pour assumer le fait d'être une wildcard comme ça, un peu décrié et vraiment bravo à lui. Ouais, parce que moi je doutais, vous dites on le voyait venir, moi je le voyais pas du tout venir. Après, je m'attendais il jouait bien, comme Mickelson, j'avais dit ce seraient les deux faiblesses, Mickelson et Garcia. Il fait 64 à l'Open de France, Garcia, donc. Il manquait juste un petit peu de constance et puis là c'est du match play, donc vous pouvez vous le pouler sur 3-4 trous, ça passe moins. Et juste un petit bravo à Torbjörn Olsen. J'allais y venir. Torbjörn Olsen qui a battu Jordan Spieth. Alors qui a écrasé Jordan Spieth qui n'a pas gagné un seul match de Ryder Cup en carrière et ni un seul match en simple de President's Cup et qui a une nouvelle fois perdu face à Torbjörn Olsen. Olsen qui a mis je sais pas combien de birdies, je sais plus à combien il en était. Ouais, voilà. Il était injouable, mais il a bien fait de pas bouder et tout. Enfin, ça, on en revient à Thomas Bjorn. Pour rappeler aux gens, vous le savez tous sûrement. Les deux sont danois. Les deux sont danois et surtout sont très très proches. Thomas Bjorn, c'est le grand frère de Torbjörn Olsen. Et pourtant, il n'a pas hésité à le mettre sur le banc. Il a joué qu'un match et il est arrivé aujourd'hui. Et voilà, et c'est ce que Thomas Bjorn avait entre guillemets subi avec ses Ballesteros en 97 à Valderrama. Il était rookie. Il a joué un double, un simple. Il a fait 1,5 points sur 2 et Thomas Bjorn a eu le courage de mettre l'un de ses meilleurs potes sur le banc. Et raison parce qu'il lui a bien rendu aujourd'hui. Et il est venu avec le fight sur le parcours. Et il s'est régalé aujourd'hui. Pour battre l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc encore bravo monsieur Bjorn. Et je l'ai pas vraiment dit tout à l'heure, mais il donnait rien jusque là. Et moi j'ai trouvé hier en conférence de presse. Il s'est transformé Thomas Bjorn. Non, pas transformé, mais là il pouvait disserter. Il réfléchit à chaque fois qu'on lui pose une question. C'est sacré bonhomme, sacré. Après aussi c'est intéressant. C'est plus facile d'être dans sa position en position de mener et de. Peut-être, mais n'empêche qu'il a donné et que c'était intéressant. Voilà, alors qu'on s'attendait à un capitaine insipide. Ben non, c'était un bon capitaine et en plus très intéressant. Martin. 2 toutes petites infos pour terminer, en particulier pour rebondir. Est-ce que c'est des exclus? C'est des demi-exclus. C'est des exclus. Bon, allez, on prend quand même. Quelques personnes en plus de moi en conférence de presse de fait. Non, en fait, ouais, l'impact qu'a eu
répondu Thomas Bjorn, et ça a été demandé en particulier à Ian Poulter, qui a répondu assez simplement en disant il nous a permis d'être relax et il nous a permis d'être juste nous-mêmes. Il nous a permis de pas abuser sur des team meetings qui servent à rien. Voilà, il nous a fait confiance. C'est Justin Rose qui disait ça, pardon, et il nous a laissé être nous-mêmes. Et deuxième petite info vachement rigolote, est-ce que vous savez pourquoi l'Europe a aussi bien performé en 2-2? Parce qu'après on aura un son aussi de Grégory Avray qui va nous parler du discours de Thomas Bjorn juste avant le... Alors la petite info qui tue juste avant le discours, c'est que ils ont parié entre eux, si l'Europe mettait un certain nombre de points et gagnait, que Thomas Bjorn allait devoir se faire un tatouage. Mettre une perruque, non ? À un endroit que lui-même a défini comme étant pas très beau à voir, donc a priori sur ses fesses. Voilà. Alors justement, Benjamin Cadieux, vous avez eu la chance d'avoir Grégory Avray juste après cette victoire. Il nous a fait entrer un peu dans les coulisses en début de semaine. Là, on revient avec Grégory Avray qui va nous parler justement de ce qui s'est passé, le discours de Thomas Bjorn juste avant cette journée capitale. C'est à vous, Greg. Il n'y avait pas une mouche qui volait et c'est vrai qu'on entendait un peu... cette voix qu'il a, qui est assez particulière et qui parlait avec le cœur. Et voilà, ça n'a pas duré très longtemps, mais ses mots étaient justes. Il a mis dans le mille. Il a dit, attendez les gars, vous croyez qu'on a de l'avance, mais c'est comme si on n'en avait pas en fait. Donc c'est bien, c'est génial d'en être là. On est tous contents, mais remobilisez-vous, j'ai besoin de vous demain. Remobilisez-vous, j'ai besoin de vous demain, des mots justes. Il l'a dit... Grégory Avray, ça confirme que Thomas Bjorn était finalement un super capitaine pour cette équipe européenne. C'est ce qu'il fallait dire, surtout qu'on a encore une fois eu très peur cet après-midi. Fury qui avait mis tous ses gros joueurs devant, il a gagné le premier match, il a failli gagner le deuxième, il a gagné deux derrière, il a failli avoir 10 partout. Donc évidemment que c'était pas gagné. Encore une fois, l'équipe américaine était impressionnante. Jamais une équipe américaine n'avait été aussi forte. 11 dans les 17 premiers mondiaux. Donc c'était certainement pas gagné ce matin. Et donc, encore une fois, bravo Thomas. Alors Grégory Avray, on va le réécouter. Il va cette fois nous parler un peu de Thomas Bjorn et de l'état d'esprit qu'il a demandé aux joueurs d'avoir pendant toute cette semaine. On l'écoute. Ce qu'il voulait, il nous l'a dit dès l'Open de France, il veut que le chiffre 1 soit mis en avant. Une famille, une équipe, une ambition, un objectif. Tu vois, c'était ces choses-là. Et je pense qu'il a... Et pareil, il y a ce Allez les Bleus qui revenait beaucoup, il comptait beaucoup sur le public français. Il comptait beaucoup sur ça. Et d'ailleurs, dans le couloir, là, je le prendrai en vidéo ou en photo, tout est autour du chiffre 1, quoi. One Family, tout ça, ça revient vachement. Et il s'est vachement appuyé là-dessus. Le chiffre 1, One Family, c'est, on dirait un homme politique, non, finalement, Thomas juste Bjorn. pour préciser, si vous avez bien écouté, ça crie derrière Tommy Fleetwood. C'est Rory McIlroy qui commençait à être déjà bien viné. Allez-y. Et d'ailleurs, il y a un avion qui est passé, et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Rory, il y a, petite blague, au même moment, on parlait Greg Avray, les joueurs européens étaient là, prêts à partir à la cour de presse. Un avion passe dans le ciel juste au-dessus du ciel national, et Rory, elle a pointé du doigt, fait c'est Tiger, il est déjà reparti. Ça a fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde. Et vous, Benjamin aussi, ça vous a fait rire? Oh oui, j'étais mort de rire. Juste ensuite, il y avait Constantino Rocca qui était dans le coin, qui a traîné pas mal avec la Team Europe, et qui m'a fait juste une petite remarque. Qui a dit oui. C'est qui Constantino Rocca, si je sais pas? Un ancien joueur de Ryder Cup, vainqueur en 97. Qui a même battu Tiger Woods. Un Italien. Oui, un Italien, ouais, et qui était de très très bonne humeur, on va dire, et qui m'a dit bon, ok, Thomas Bjorn, très très bien, CV Ballesteros, grand capitaine aussi. Mais bon, l'important c'est les joueurs, hein. C'est eux qui rentrent les potes, c'est eux qui font tout, et voilà. En traduction, les joueurs, ils étaient bons côté américain aussi, donc il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Ouais, mais après, il y a un moment, il y a quand même une petite chance de 4-0 pour les États-Unis le premier matin. Non, mais c'est sûr. Et c'est beaucoup de potes, c'est déjà des fois des doubles, c'est des potes de 2 mètres, un qui tombe, l'autre qui tombe pas, et ça fait tout de suite. Mais c'est aussi mettre Molinari Fleetwood, trouver cette paire-là, la mettre en dernier le premier jour. Donc c'est des joueurs, mais c'est aussi un capitaine qui les met au bon endroit. Bien sûr, mais au final, qui a les pinceaux dans les mains, c'est les joueurs. Mais justement, Thomas Bjorn, il le disait, Greg Avray, il a réussi à créer cette cohésion de un groupe, une équipe, alors que l'équipe américaine, on a l'impression que c'était que des un tout seul, quoi, des individualités, quoi. On va répéter encore ce qu'on pouvait dire, en particulier sur les doubles où la Ryder Cup a basculé et où la Ryder Cup a été gagnée côté européen. Une fois de plus, j'ai envie de dire, mais ce 7-1 entre la deuxième session et la troisième session et demie, c'est là que la Ryder Cup a basculé. On savait très bien que les Américains, en tant qu'individualistes patentés, allaient remettre un peu un coup de collier le dimanche. C'est pour ça, évidemment, que Thomas Bjorn, le samedi soir, il dit attendez les gars, on est à 10-6, mais c'est rien 10-6, on a une avance, mais il faut continuer.
Alors moi côté américain, j'ai quand même bien aimé Justin Thomas, qui a été pour moi l'un des meilleurs de cette équipe, si ce n'est le meilleur de l'équipe américaine. On l'a vu. Oui, il y a Fino aujourd'hui. Mais Justin Thomas, face à McIlroy, il a vraiment tenu il était même mené 2-up. Finalement, bon, il gagne. Super bien joué, c'était un super match. C'est l'homme de cette équipe européenne. Américaine, pardon. Ouais, de toute façon, on s'en moque un peu de l'homme de l'équipe américaine. Ils ont pris encore une nouvelle raclée en Ryder Cup alors qu'ils étaient arrivés encore une fois les meilleurs du monde. Ils avaient mis une raclée en President's Cup. Ils s'attendaient quasiment à mettre la même. Enfin, la President's Cup, c'est pas comparable. Oui, mais sauf qu'ils étaient persuadés que sur l'élan, ils avaient fait la même chose. Qu'il y a 2 ans, ils avaient gagné facile. Et ben voilà, les Américains, ils ont beau avoir les meilleurs joueurs du monde, ils n'ont pas la meilleure équipe du monde. Alors là, très très loin. Là, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe américaine? Encore une task force. Ils vont prendre l'avion déjà. Ils vont prendre l'avion. Un peu de décalage horaire, ils vont revenir aux États-Unis. Ils ont mal à la tête les Américains là ce soir. Ah bah ouais, ils sont. Enfin, on les voyait quand même pas. Ils avaient pas l'air si dépités que ça. Mais ouais, c'est sûr qu'encore une fois, ils sont arrivés. C'était les meilleurs joueurs du monde. Ils repartent. Ils ont pris une raclée monumentale. Donc, ils ont perdu. À part la première session, ils ont perdu toutes les autres. Un match nul. Voilà. Même en simple, ils se sont fait battre. Ouais, ils ont mal à la tête les Américains. Martin. Très mal. Ouais, je reste encore assez étonné. De la déroute, de cette déroute, d'une telle déroute. Ouais, mais la déroute, tu pouvais presque la voir venir. Faut peut-être pas déconner, mais te poser les questions déjà sur les choix des wildcards et sur les choix des types de joueurs qui avaient été choisis en fonction de l'exigence du parcours. Après, le choix des wildcards, à part Mickelson, tout le monde les voyait. Ces wildcards, Tiger Woods, une super saison, de Chambeau. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt un peu. Tiger Woods, ok, évidemment, c'est Tiger Woods, on va évidemment pas lui cracher à la figure, c'est pas du tout le but du jeu. Il prend 5-0, bref, il perd 4 matchs sur 4. Tout Tiger Woods qui soit, on l'a vu fatigué, on l'a vu pas dedans, on l'a vu pester sur les greens, on l'a vu pester sur ses partenaires, on l'a vu voilà, Tiger Woods c'est en équipe, c'est toujours pas ça, mais bref, mais c'est pas le prototype du joueur qu'il faut pour le golf national. Encore une fois, enfin je dis je pense qu'on en a déjà parlé avec Martin plusieurs fois, c'est vrai que bon, c'est facile à dire après et perso, je pensais que les États-Unis vous aviez dit que Tiger Woods était taillé pour le golf national. Complètement, je l'ai pas vu beaucoup taper ses fer 2, bon ça fait peut-être un petit peu court fer 2, mais toujours est-il que les Américains maintenant, on le sait après, il y a eu Brandel Chambly qui l'a très bien souligné, faut le dire. Les Américains se sont privés de Kevin Kisner, Kevin Na et de Xander Schauffele, des joueurs qui touchent beaucoup de fairway, qui tapent très droit. Et au final, il n'y avait qu'un seul joueur, c'est Webb Simpson, qui est vraiment taillé pour le national. Oui, non, mais sur 12. Il y a une qualif, ça les 8, vous êtes obligé de les prendre. Oui, mais vous avez 4 wildcards. Oui, mais Tiger Woods, vous pouvez pas ne pas le prendre. Tony Finau, ils l'ont pris au dernier moment, mais il a pas démérité. Voilà. L'erreur, c'est Mickelson et même Bryson DeChambeau. Il vient de gagner 2 tournois. Mais c'est sûr que c'est pas facile de choisir en fonction du parcours que de l'état de forme. Ils l'ont pas fait. Après, c'est toujours pareil. Si vous prenez quelqu'un taillé pour le parcours, mais qui est pas vraiment en forme, est-ce qu'il va pas arriver aussi ici et puis voilà, être submergé par l'événement parce qu'il n'était pas vraiment légitime? C'est facile après de critiquer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Tiger, on était tous contents qu'il soit là et il aurait pas pu ne pas être là. Donc cette défaite américaine, elle est pour Furyk ou elle est pour les joueurs, comme vous l'avez dit? Les joueurs, c'est eux qui ont le putter en main. Vous avez vu le nombre de putts de moins de 3 mètres qui n'ont pas été mis par les Américains. Et le nombre de drives qui ont été ratés, le nombre de balles dans les fairways. Mais Furyk, sa seule erreur, c'est Mickelson. Voilà, c'est la seule erreur en tout cas dans le. Mais d'ailleurs, Furyk, c'était l'un des seuls qui était un peu abattu ce soir. Pas un peu, il était complètement détruit, le pauvre Furyk. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans l'équipe américaine, mais apparemment, voilà, Jim Furyk, il a vécu une semaine cauchemardesque et il repart. Encore une fois, il avait sur le papier la plus belle équipe de tous les temps et il repart mais écrabouillé comme voilà. Alors c'est vrai que c'est quasiment jamais en Ryder Cup. C'est un peu étonnant de voir ces joueurs américains limite complètement détachés de cette défaite et pas très atteints en fait, très atteints. Ces Américains, ça montre qu'ils s'en foutent de la Ryder Cup. Ils allaient pas se jeter dans le plan 18 non plus quoi. Non, sourire, faire des grands sourires, rigoler. Non, mais c'est sûr qu'on voit un Tiger, on a dit c'était son fantôme. Il met pas beaucoup de conviction dans cette Ryder Cup. Quand on voit les Poulter et tous les autres, les Fleetwood et même les Molinari qui sont à 120%, il faut être à 120%. Les autres en face de vous, ils sont à 120% et ils jouent aussi bien au golf que vous. Même si vous pensez que vous êtes américain et que vous êtes meilleur que tout le monde, les autres en face de vous, ils sont aussi bons que vous et ils y mettent plus de cœur. À la fin, ils gagnent. Martin, je sais plus qui est-ce qui dit ça, mais je crois que c'est Tommy Fleetwood, du côté européen, qui dit en gros pour qualifier un peu l'état d'esprit dans lequel toute l'équipe européenne était, on était des chiens quoi. Et c'était exactement ça, c'était des gars qui avaient une fin de victoire, qui était en plus sur un parcours qui leur allait, etc. On en a dit en long, en large, en travers, mais ils avaient faim quoi. Et ça se voyait. Et les deux
Les deux seuls pour moi qui avaient faim, les 2 ou 3 seuls qui avaient faim, vraiment faim de victoire, c'était Justin Thomas, Jordan Spieth en double et Tony Finau. Webb Simpson aussi, c'était pas mal quand même. Ouais, oui, Simpson, bah évidemment, d'ailleurs. parce qu'il oui, il gagne. Il a le jeu pour le national. Il a le jeu pour le national, mais il n'y avait pas une attitude de conquérante et de à haranguer les foules et puis à rendre le truc un peu dingue. Ouais, comme tu le dis, un peu JP. Bah, même Patrick Reed, même Patrick Moi, j'ai Reed. trouvé éteint, Patrick Reed. Captain américain, on l'a pas vu. Il y a Eduardo Molinari qui s'est Même Watson, le frère qui s'est moqué de lui. Voilà, Captain America, il était pas là. Il est absent. Allez, on va, Tant pis pour eux, on tant va pis pour se quitter, Déjà messieurs. Oh. Bah oui, on va se quitter, à moins que vous ayez un mot à rajouter, Benjamin, un mot pour conclure. Ça vous a plu cette Ryder Cup en France, au national? C'était bien et il va avoir une petite gueule de bois après le retour à la réalité. Le retour à l'Open de France. Et certains qui avaient beaucoup critiqué l'augmentation de licence et tout ça, et ben maintenant ils sont même prêts à remettre la main à la poche pour que cette Ryder Cup revienne en France. Donc c'est à noter. Vous avez kiffé? Oui, je sais même plus où j'habite en fait. Moi, je trouve ça complètement irréel depuis le début de cette semaine et encore plus là avec cette victoire européenne. Mais c'est vrai que limite notre parcours chez nous à la maison, enfin, c'est fou, quoi. Là, c'est limite. On a déjà un peu de la nostalgie de voir toutes ces tribunes qui vont partir, le public s'en aller. Ce parcours est fait pour ça. Ouais. Ce parcours est fait pour ça. Donc s'il l'a plus jamais ou s'il ne voit plus jamais, ouais, ce sera triste. Ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur énorme pour ma bête, ma grande tribune du 1 qui va être démontée et puis voilà, puis c'est fini et ça c'était hallucinamment beau et c'était hallucinamment fort et ouais, ça va nous manquer clairement. Allez messieurs, on se quitte sur cette victoire de l'Europe, donc 17,5 à 10,5. La prochaine Ryder Cup c'est en 2020, ça sera Benjamin Whistling Straits. C'est pas facile à dire, hein. Whistling Straits, c'est pas mal. C'est petit stade de golf aussi. Qui avait reçu l'USPGA, on s'en souvient, la victoire de Jason Day, Martin Kaymer avait gagné. Il va être poussé à 9500 yards et tout le moindre brin d'herbe de plus d'1 centimètre va être coupé. C'est ça. Pour favoriser la victoire américaine. Complètement. Allez, on se quitte sur ces mots. Merci à tous de nous avoir suivis toute cette semaine et évidemment on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à Rémi Rivière qui a réalisé l'émission tous les soirs et qui s'est couché très tard et était très fatigué. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, Arnaud. Fidèle au poste. Avec plaisir. Allez, salut. Ciao. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.